Et j'ai postulé et j'ai été prise. Donc je suis partie, j'ai démissionné de mon premier contrat, de mon premier CDI, et je suis partie à Stockholm. Donc, Paris Musée, c'est un établissement public administratif qui a été créé il y a 10 ans et qui s'occupe de gérer 14 musées et sites patrimoniaux. Donc il y a 12 musées et 2 sites patrimoniaux. Sur cette association, c'est que si on ne connaît pas les ressorts de motivation des gens qui vous entourent, on ne peut pas être un bon manager en fait. Donc les ressorts de la motivation d'un bénévole et le ressort de motivation d'un agent de la fonction publique, c'est sûr que c'est pas forcément les mêmes. Mais en fait, si on ne se pose pas cette question-là en tant que manager, pour moi, on ne peut pas être un bon manager. Bienvenue sur Ambition Publique, le podcast animé par David Bass qui donne la parole à des fonctionnaires pour transmettre leur ambition pour la chose publique. En revenant d'abord sur leur parcours personnel, on essaie de comprendre le cheminement pour devenir fonctionnaire. Ensuite, on se concentre sur leur poste et sur leurs missions actuelles dans le service public. Enfin, des conseils très personnels sont donnés pour réussir les concours. Aujourd'hui, c'est au tour d'Alice Lebredoncel, administratrice de l'État en détachement à la ville de Paris, de revenir sur son parcours. Elle est directrice administrative et financière chez Paris Musée. Son fil rouge, la culture. En administration centrale, en opérateur, en territorial, tous ces postes sont culture. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à noter le podcast, à le partager à 2 personnes autour de vous, si vous aimez le contenu, car ça aide pour la visibilité. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Instagram et à regarder des vidéos YouTube pour entrer en communication avec les invités. Enfin, ce podcast est produit avec le soutien de la CASDEN, la Banque des agents de la fonction publique. Bonne écoute. Bonjour Alice. Bonjour David. Merci d'être avec nous pour parler de ton parcours, de tes missions et bien sûr de tous les conseils que tu peux donner aux auditeurs. Je vais d'abord te présenter. Alice Lebredoncel, tu es née en février 1986 à Caen et après un baccalauréat scientifique, tu intègres Sciences Po Toulouse de 2004 à 2009. Tu choisis d'ailleurs pour ta 3e année en 2007, au lieu de partir à l'étranger, comme souvent les étudiants le font, de réaliser 2 stages, l'un à la ville de Caen à la direction de la communication et le deuxième à la salle de concert Le Cargo. Tu poursuis tes études, tu suis ton master à l'ESC de Dijon, un master de management des entreprises culturelles. Après ton master 2, on est en 2009, tu commences d'abord en tant que consultant du junior pendant 10 mois aux 3 temps. Expérience somme toute mineure par rapport à ton parcours, mais c'est important de le souligner parce que tu ne commences pas directement ta carrière dans le public. Tu feras ensuite un volontariat international en administration, un VIA, en tant qu'attaché culturel à l'ambassade de France en Suède, à Stockholm, pendant 2 ans, de décembre 2009 à décembre 2011. Tu reviens en France et tu décides de passer le concours de l'IRA de Bastia, l'Institut régional d'administration de Bastia, que tu obtiens en 2012. Tu choisis la voie de sortie administration centrale avec, une nouvelle fois, un poste culturel. Tu es chargé de tutelle au ministère de la Culture et de la Communication pendant 3 ans. Tu y suivras notamment les musées nationaux comme le musée du Louvre, le musée Picasso, le château de Fontainebleau et le musée Guimet. Tu fonderas à cette époque-là les Jeudis Arty en janvier 2014 et tu en seras présidente pour les 5 années d'exercice. Bien que présidente de cette association, tu prépares les concours administratifs en suivant la préparation interne pour les concours au sein de l'IJPDE pendant 1 an et tu réussis au terme de cette année de préparation le concours de l'École nationale d'administration en 2017 et tu intègres la promotion Molière avec 3 stages, le premier stage à l'ambassade de France d'Italie à Rome, un stage préfecture à Versailles dans les Yvelines et enfin le dernier stage au sein du groupe Orange à la direction des affaires publiques. En sortie ENA, tu choisis le ministère en charge de l'enseignement supérieur de la recherche en tant que chef du bureau des opérateurs. Tu y travailleras pendant 2 ans avant de rejoindre Paris Musée, plus globalement la ville de Paris, pour retrouver pleinement un poste sur la politique culturelle. Aujourd'hui, tu es directrice administrative et financière, adjointe à la directrice générale de l'établissement Paris Musée. À côté de ça, tu es passionné de culture, mais ça je crois qu'on l'a compris, jusqu'à même t'inscrire en licence d'histoire de l'art à Nanterre depuis septembre. Alors Alice, quel est ton plus beau souvenir sur ton parcours personnel ? Mon plus beau souvenir, par rapport à l'évocation de tous mes postes là que tu viens de faire, c'est quand j'étais attachée culturelle à Stockholm, l'organisation de la toute première édition de Make Music Stockholm, qui est une édition suédoise de la fête de la musique que j'avais initiée à mon arrivée, puis qui a perduré quelques années après mon départ. Et donc, c'était une édition suédoise de la fête de la musique où, en fait, donc on proposait aux Suédois amateurs, musiciens,
de venir jouer de la musique dans dans la ville de Stockholm, dans les rues de la ville. Et je me rappelle évidemment de cette première édition parce que ça a été un moment hyper fort parce que j'avais monté ce projet de A à Z, j'avais trouvé des financements, trouvé des bénévoles, conçu vraiment l'identité du projet pour qu'elle soit à la fois cohérente avec l'idée de Jack Lang et puis cohérente avec la politique culturelle suédoise qui avait une certaine méfiance vis-à-vis des événements qui ne payaient pas les musiciens amateurs. Donc c'était très intéressant de faire ce jeu d'équilibriste. Et du coup, la première année, voilà, il y a eu 10 scènes dans la ville où il y a une trentaine de groupes qui se sont enchaînés dans l'après-midi. Et puis l'année suivante, il y a eu, je sais plus, je crois que c'était une trentaine de lieux, où on avait réussi à réunir une centaine de musiciens, une centaine de groupes. Et du coup, ça, c'est un souvenir très fort parce que pour moi, c'est vraiment le début de mon parcours en tant qu'organisatrice peut-être d'événements culturels où j'ai vraiment été en responsabilité de A à Z. Est-ce qu'à cette époque-là, tu ressens vraiment la patte action publique? C'est une personnalité publique qui organise ce type d'événement ou tu es plus dans on monte un projet, on associe plein de partenaires différents, dont notamment des personnes privées, puisque c'est quand même les musiciens qui vont réagir. On est au tout début de ta carrière. Est-ce que tu as déjà cette approche-là? Je pense que je l'ai eu a posteriori parce qu'effectivement, à l'époque, j'étais contractuelle. J'étais surtout intéressée par la culture et beaucoup moins par l'administration, je dois dire, parce que c'était pas quelque chose que j'avais envisagé à l'époque. Donc, je pense que j'ai pris conscience des enjeux de ce que j'ai fait a posteriori, surtout en retournant en ambassade pendant ma scolarité de l'ENA, où du coup, ça a mis cette expérience tout à fait en perspective par rapport à l'action de la France, justement, à l'étranger et au rayonnement culturel de la France. Mais ce qui était vraiment merveilleux, c'est justement cette liberté que j'avais à l'époque. En fait, c'est que j'avais un directeur qui m'a laissé vraiment beaucoup de latitude et évidemment, il veillait à ce que tout soit fait avec beaucoup de formalisme et beaucoup de rigueur, mais il y avait quand même une grande créativité qui m'était laissée. Et pour ça, ça m'a paru vraiment une expérience merveilleuse. À titre informatif, c'est un projet qui a coûté combien ? Pas très cher de mémoire. C'est peut-être pour ça que tu avais une grande liberté. Oui, tout à fait. C'est vrai que je me souviens quand j'étais arrivée à Stockholm, on m'avait annoncé donc, que j'avais un budget qui avait certes été divisé par 2 par rapport à l'année précédente, mais qui était quand même de 40 000 €. Et à l'époque, ça me paraissait juste extraordinaire. Et en fait, c'était aussi très intéressant parce que j'ai géré la pénurie budgétaire dès cette expérience. Et en fait, quand on sait gérer un budget de 40 000 €, je considère qu'on sait aussi gérer un budget beaucoup plus important. Je pense que c'est extrêmement formateur. Et je sais pas, l'événement, il avait dû coûter à l'Institut français, à l'ambassade, pas plus de 10 000 € parce qu'en fait, on avait réussi à trouver beaucoup de mécénats ou de partenariats. Donc, c'était un des événements phares de la programmation. Mais c'était un investissement hyper limité, en fait. C'est aussi pour ça que tu avais pleine liberté, c'est que tout ce que tu faisais pour aller récupérer de l'argent, ça pouvait créer beaucoup plus. D'une certaine manière, l'ambassadeur ou ton responsable laissait ce projet un peu fleurir. Ouais, c'est là qu'on perçoit l'effet de levier de l'action de la France à l'étranger. En fait, c'est qu'il y a une première mise de départ de la part des pouvoirs publics, et puis ensuite, il y a tout un tas d'acteurs qui s'agrègent, qui voient leurs propres intérêts en fait à s'associer. Et ça, ça c'était très très parlant sur ce type d'événement qui parlait à la fois à des entreprises françaises qui étaient implantées en Suède et puis aussi à des partenaires suédois qui voyaient bien aussi le potentiel de l'événement. Donc plutôt une approche culturelle. Quand tu arrives à Sciences Po Toulouse, c'est ça ton objectif professionnel ? Alors pas du tout. Pas du tout. En fait, moi, quand j'ai fini quand j'ai passé mon baccalauréat et que j'ai souhaité intégrer Sciences Po Toulouse, c'était pour être journaliste. Donc, les 2 premières années à Sciences Po, j'étais vraiment la première année, j'étais vraiment hyper investie sur ce projet. Pour moi, c'était l'évidence. J'avais fait partie du journal télé du lycée. Vraiment, c'était ma vocation. Et puis, j'ai fait un stage à la Dépêche du Midi, donc quand j'étais à Sciences Po. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, ça allait sans doute pas être ma vocation parce que moi, je suis quelqu'un qui est très engagé dans tout ce que je fais. Je suis très engagée. Et en fait, j'avais absolument pas la passion nécessaire par rapport aux collègues que je voyais tous les jours sur le terrain,
à faire leurs reportages, etc. Et en fait, je me suis dit, mais non, c'est pas là que je vois ma place, en fait, pour les 20 ans, 30 ans. Enfin, voilà, j'étais quand même au tout début de ma carrière et je me suis dit, non, c'est pas ça dont j'ai envie. Mais par contre, ce que ça m'a fait me rendre compte, c'est que ce qui m'intéressait dans le journalisme, c'était le journalisme culturel et qu'en fait, je rêvais d'être chroniqueuse à Rock and Folk. Donc, du coup, ce que j'avais envie vraiment de voir, c'était l'organisation et le dessous d'un événement culturel. Et en fait, c'est par ce biais-là que progressivement, je me suis dit, mais en fait, peut-être que c'est plus vers l'organisation d'événements qu'il faudrait que je creuse. Et c'est comme ça que, du coup, entre ma 2e et ma 4e année, j'ai notamment fait un stage dans une salle de concert qui a vraiment été la révélation pour moi de me dire c'est là que j'ai envie d'être, en fait. C'est là j'ai envie d'être dans le fait de participer à rendre possible des événements culturels pour le public. C'est-à-dire de la programmation culturelle, nous on réfléchit, on va chercher les partenaires, on fait de l'événementiel. Pas particulièrement la programmation parce que moi j'ai toujours eu un positionnement plutôt sur les fonctions support. Alors je sais que c'est pas les plus glamour et les plus valorisés, mais en fait moi c'est vraiment ce qui m'intéresse parce que je me suis rendu compte assez vite que quand on maîtrise que ce soit les fonctions budgétaires ou les fonctions de la communication, en fait on comprend, si on se donne les moyens, on comprend tout le fonctionnement d'une structure. Et en fait, moi de mon parcours et puis de mes appétences, j'ai jamais imaginé que ma place elle était sur le volet artistique. C'est vraiment pas, c'est jamais ce qui m'a intéressée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de rendre possible les choses de manière matérielle et organisationnelle. Et donc, tu choisis en Master 2 d'investir plus en détail ce management des entreprises culturelles dans une école de commerce. Voilà, donc en fait, l'année de césure étant passée et ma vocation étant faite, je me suis dit, comment continuer à me former dans ce domaine-là. Et en fait, effectivement, Sciences Po Toulouse ne proposait pas de formation dans le management culturel. Et puis, il y avait cette possibilité d'aller faire un Master 2 dans une autre école. Et du coup, j'étais aussi intéressée par le fait d'aller dans une école de commerce pour voir un peu cette double culture de se dire j'aurai le bagage de Sciences Po avec toutes les connaissances en termes de culture générale, tout ce bagage ultra précieux. Et puis, un positionnement un peu différent de la part d'une école de commerce où je vais appréhender tout ce qui est modèle économique. Même si c'est dans le domaine de la culture, c'est un master qui est aussi tourné vis-à-vis des entreprises du domaine culturel, ce qu'on appelle les industries culturelles. Et donc j'aimais assez cette double approche. Et le master était vraiment, vraiment génial. Ça m'a beaucoup plu. Les enseignements étaient très complémentaires par rapport à ce que j'avais fait à Sciences Po. Et donc tu choisis à la sortie de ton master 2 le domaine du privé, voilà. Ou le domaine de l'industrie culturelle, comme tu dis. Voilà, donc en fait, c'était mon stage de fin d'études chez 3 temps et ensuite j'ai été embauchée. 3 temps, c'est quoi ? C'était une agence de conseil en mécénat et communication qui était spécialisée donc en fait notamment dans le fait de mettre en relation des porteurs de projets culturels et des entreprises qui souhaitaient être mécènes culturels. Enfin, elle faisait plein d'autres choses, elle faisait aussi de l'événementiel, mais moi, c'était vraiment sur cette partie-là que j'étais très intéressée parce que ça me paraissait complètement correspondre à la suite logique de ce que j'avais fait, notamment dans le master de l'école de commerce. Et puis, voilà, d'explorer aussi cet aspect du domaine privé que je connaissais peu et puis de continuer, voilà, aussi les réflexions sur ce que j'avais envie de faire. Je savais, en fait, j'étais persuadée que je voulais travailler dans le domaine culturel, mais je ne savais pas encore vraiment dans quel type de structure je me projetais. Et donc voilà, donc ce stage puis ce contrat, c'était ultra formateur. Enfin voilà, le passage en agence de conseil, c'est une rigueur en termes de méthodologie, d'approche des sujets, de rentabilité bien évidemment. Donc tout ça m'a nourri aussi, même si c'est pas dans ce type de structure que je travaille actuellement, ça m'a aussi beaucoup ouvert le champ des possibles sur la façon de travailler. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc j'étais brièvement partie à l'étranger entre mon Master 1 et mon Master 2. J'avais passé un été à New York où j'avais fait un stage dans un musée. Mais j'avais toujours envie de partir à l'étranger de manière un peu plus prolongée, ce que je n'avais pas pu faire dans mon parcours. Et par le plus grand des hasards, j'avais décidé d'apprendre le suédois
parce que pourquoi pas. Comme ça. Voilà. Très bien. Et en fait, quelques mois après ma prise de poste chez 3 Temps, il y a une annonce qui est parue pour devenir donc attachée culturelle en VIA à l'Institut français, à l'ambassade de France de Suède, et j'ai postulé et j'ai été prise. Donc je suis partie, j'ai démissionné de mon premier contrat, de mon premier CDI, et je suis partie à Stockholm. Tu faisais de la veille active sur ces possibilités Oui, d'expérience parce que on n'ouvre pas Facebook et on voit l'annonce qui tombe déjà dessus. À l'époque, quoi. Facebook, c'était... C'était quelque chose, c'est ça 2009, ça va, c'est le non, début, ça existe, c'était le début. Donc, j'étais en veille active. Enfin, je me plaisais beaucoup chez 3 Temps, mais j'avais cette envie de partir à l'étranger. Et en fait, donc, les volontariats internationaux en administration, c'était possible de les faire à l'époque, je crois, jusqu'à 26 ans. Donc, j'avais encore un peu de temps, mais je savais qu'il y avait une limite d'âge. Je savais aussi qu'en termes de destination, j'étais quand même assez limitée par le sujet des langues vivantes. Donc, du coup, je regardais régulièrement. Voilà. Et en fait, c'est l'unique candidature que j'ai faite. Et du coup, j'ai été prise. Donc, démissionner d'un CDI, puis après, première candidature, premier reçu, c'est super. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer plus en détail ce qu'est un VIA, un petit peu, les conditions peut-être aujourd'hui, ça a un petit peu aussi évolué. Sans doute, ouais. En fait, c'est un contrat donc, qui est proposé par le ministère des Affaires étrangères au sein de son réseau. Institut français, ambassade, voilà. Donc, il y a différents types de missions. Des missions effectivement culturelles, il y a aussi des missions scientifiques. Il y a des missions dans le domaine de la communication, enfin vraiment tout type de postes qui viennent compléter les équipes et étoffer les équipes des postes à l'étranger. C'est maximum 2 ans. Et voilà, et donc c'est vraiment fléché vers des profils soit sortant d'études, soit ayant 1 ou 2 ans d'expérience. Et c'est des expériences extraordinaires. Enfin, moi, toutes les personnes que j'ai connues qui en ont fait ont eu des responsabilités qu'on n'aurait jamais eues à notre âge, en fait, parce que c'est des postes toujours très intéressants. Après, la difficulté de ce type d'expérience, c'est le retour, qui n'est pas forcément facile parce que pendant 2 ans, ça a été des responsabilités passionnantes, un cadre de vie extraordinaire. C'est des fonctions qui sont plutôt bien rémunérées, donc on gagne plutôt bien sa vie. Et puis, c'est-à-dire gagner bien sa vie quand on est à ce niveau-là ? Alors, de mémoire, je devais être payée un peu plus de 2 000 € net. Donc, pour un premier emploi dans le domaine culturel, j'étais... Et de pouvoir vivre à l'étranger en plus. En plus, donc voilà, en France, je pense pas que j'aurais réussi à trouver quelque chose d'équivalent. C'est même certain. Et voilà, et ce qui s'est passé, c'est que la fin de ce contrat approchant, moi, j'ai contacté le ministère des Affaires étrangères en leur disant... j'adore ce que je fais, j'ai envie de continuer, qu'est-ce que je peux faire ? Et donc là, on m'a dit, revenez dans 10 ans, quand vous aurez une expérience solide dans le domaine culturel, et puis peut-être que vous pourrez être contractuel, attaché culturel dans un grand poste diplomatique. Donc c'est un peu la difficulté, c'est qu'en fait, la suite du parcours, il faut se la créer. Il faut avoir bien en tête que c'est 2 ans et qu'ensuite, ça s'arrête. Donc ça, c'est difficile parce que... Enfin, moi, c'est ma perception que j'ai eue de cette expérience. Après, j'ai fait le choix de passer les concours des IRA parce que justement, ça a été pour moi la confirmation que j'avais envie de travailler dans le domaine public et dans le domaine culturel. Mais voilà, les portes pour continuer de manière cohérente par rapport à un poste comme ça, elles sont peu nombreuses en fait. Donc ça s'anticipe. Donc à ce moment-là, tu as un peu le déclic, si on peut s'exprimer ainsi, pour passer les concours. Les IRA, c'est la voie classique. Est-ce qu'il y avait d'autres possibilités ? En fait, quand je reviens de Stockholm, je me dis que j'ai envie de travailler au ministère de la Culture. Donc côté État, du coup. Voilà, côté État. Parce que c'est un interlocuteur que j'avais régulièrement quand j'étais en poste à Stockholm. Et puis, par rapport aux missions, aux champs d'action, c'est ce qui me paraît... le plus intéressant à ce stade de mon parcours, parce que j'avais aussi fait beaucoup d'opérationnels. J'avais vraiment mis les mains dans le cambouis. J'ai évoqué l'organisation de la fête de la musique. J'étais vraiment à la manœuvre sur ces événements. Et en fait, j'avais envie de prendre aussi un petit peu de hauteur sur les sujets
d'être un peu plus dans la réflexion, dans la conception. Et voilà, et du coup, le ministère me paraissait la parfaite destination où aller. Donc, n'ayant pas de concours dédié pour intégrer la voie administrative, effectivement, le choix qui a été le mien, c'est d'intégrer une voie générale, donc les IRA, en me disant que de toute façon, si jamais j'arrivais pas à obtenir le ministère de la Culture à la sortie, j'étais néanmoins très intéressée par d'autres politiques publiques. Donc, je savais que j'irais à un moment ou à un autre, mais je me disais, si jamais je dois faire un poste entre deux, c'est pas très grave. Voilà, et donc je prépare un petit peu en 4e vitesse et en catastrophe les concours parce que j'ai dû rentrer en décembre et les concours étaient en février. Enfin, je me suis pris un petit peu au dernier moment. Et donc ça a été une préparation très intensive et très artisanale, hein, parce que en fait je suis rentrée chez mes parents et j'ai bossé non-stop toute seule, quoi. Donc ce qui n'est pas du tout la façon dont ensuite j'ai préparé le concours de l'ENA. Très bien, bon ça on y reviendra en partie 3 plus en détail. D'accord, donc une vraie conviction après pour la fonction publique, pour l'action publique culturelle, mais l'action publique aussi à ce moment-là. Au-delà du fait de prendre de la hauteur, d'aller au ministère de la Culture, mes différentes expériences, que ce soit dans une salle de concert, en ambassade, j'ai été bénévole sur un nombre incalculable de festivals. En fait, ça a forgé aussi ma conviction de la puissance de la politique culturelle française, en fait, sur le fait qu'on a la chance d'être dans un pays qui investit énormément dans ses structures culturelles, qui a un maillage territorial incroyable. Et du coup, c'est aussi là que je voyais ma place, en fait. C'est que l'expérience de l'école de commerce, de l'agence de conseil, elle m'avait fortement intéressée, mais c'est pas pour ça que j'ai eu envie de partir dans une fondation ou dans une industrie culturelle. Moi, j'ai cru, en fait, et j'y crois toujours, à la puissance de l'action publique dans le domaine culturel, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai aussi choisi de passer les concours. À t'entendre parler, ça mettra en lien un petit peu avec ce terme d'exception culturelle française. Qu'est-ce que t'en as pensé? Toi qui as aussi un petit peu vu ce qui se faisait à Stockholm ou à l'étranger, à New York, par exemple. L'exception culturelle française, elle s'incarne notamment dans les financements. Enfin, le financement de la culture en France, il est, même si la situation budgétaire n'est pas simple, il est quand même considérable. Enfin, il y a un nombre d'associations qui sont soutenues, de structures publiques qui sont subventionnées, que ce soit au niveau de l'État, au niveau des collectivités. Donc, cette exception, pour moi, elle s'incarne vraiment dans un soutien quand même sans faille et extrêmement puissant de l'action publique. Et sinon, pour une approche internationale, le stage que j'ai pu faire dans un musée à New York, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur les modalités de financement et les différences entre la France et les États-Unis, où, d'une année sur l'autre, le musée dans lequel je travaillais était même pas sûr de pouvoir organiser une exposition, était même pas sûr de pouvoir recruter, rémunérer ses salariés, où le fait de remplir des demandes de subvention était juste vital et de les obtenir était juste vital. Et en fait, même s'il y a des situations qui peuvent être similaires en France, la précarité que j'ai pu voir et l'incertitude et la dépendance vis-à-vis du privé, elle était, et ça c'était il y a plus de 15 ans maintenant, elle était déjà extrêmement forte aux États-Unis. Et du coup, ça fait vraiment relativiser sur les moyens qui sont mis à la disposition de la culture en France et l'attachement qu'on peut avoir à la culture soutenue par la puissance publique. D'accord, donc des schémas assez différents et un petit cocorico quand même pour la France sur l'aspect culturel. Tu as choisi après, en 2014, de créer une association. Tu deviens actrice d'un point de vue association, personne qui propose de l'action culturelle. Comment ça se passe? De quoi il s'agit les jeudis Arty? C'est effectivement au moment où je commence au ministère de la Culture, où, comme je l'ai indiqué, j'étais très heureuse de ce poste. Enfin, c'était absolument passionnant. La fonction que j'avais me suscitait beaucoup d'épanouissement. Donc plus dans un rôle de pilotage et dans un rôle plus stratégique, et donc avec quand même beaucoup moins de liens avec l'opérationnel. Et du coup, j'ai eu envie, à ce moment-là, d'avoir ma propre structure associative, parce que j'avais un projet, et c'était donc un projet
pour promouvoir l'art contemporain à travers des nocturnes événementielles dans les galeries d'art du Marais. Et donc, du coup, j'ai monté ce projet à partir de rien, un peu comme les autres projets que j'ai évoqués précédemment. Donc, sans financement, sans équipe. Et puis, effectivement, ça a duré 5 ans. Et ça a eu un succès, je dois dire, assez surprenant dans le sens où on a eu la chance d'être accompagné par la ville de Paris, par des partenaires médias qui ont cru au projet dès le début et qui nous ont vraiment accompagnés durant 5 ans. Et il y avait une quarantaine de galeries partenaires à chaque soirée qui donc ouvraient leurs portes, proposaient des animations spécifiques, donc des vernissages, des rencontres avec des artistes, tout un tas de choses. 40 galeries en simultané Oui, en simultané, ouais. En fait, l'idée, c'était de faire un parcours, tu vois, dans le quartier. D'accord, parce que le Marais, c'est un quartier... Alors, à l'époque, ça a pas mal changé depuis. C'était un quartier comme Saint-Germain-des-Prés ou d'autres quartiers de Paris. Mais c'était un quartier où il y avait une très grande concentration de galeries d'art contemporain. Voilà, donc c'était le quartier qui paraissait le plus densément peuplé de ce type de structure. Et du coup, il y avait cette notion de parcours qui était hyper intéressante. Donc c'était de 18h à minuit. Et après, il y avait une soirée de clôture. Donc une fois, on l'a fait au Carreau du Temple. C'était super sympa. Et voilà. Ah oui, donc quand même 40 galeries qui se coordonnent, qui sont coordonnées par l'association... Toutes les semaines, tous les mois, c'est quand la première que tu as pu monter ? Alors la première, c'était en juin 2014. Et de mémoire, on en a organisé 3 par an, à peu près. Sauf la dernière année où le projet était un peu en fin de course, mais c'était 3 événements par an. Un en juin, le lancement en juin, c'était vraiment les beaux jours. Ça avait aussi du sens d'être dehors, à se balader dans les galeries à cette période-là. Il y en avait une généralement à la rentrée et puis une autre en début d'année. C'était à peu près le rythme qu'on avait. Ouais. Et donc pendant 5 ans, tu es présidente à temps plein, tu t'entoures et ça fonctionne. Donc, explique-nous peut-être comment tu as pu recruter et fonctionner parce que à côté de ça, tu travaillais en ministère et puis après, tu as aussi passé des concours. On en parlera plus tard. Mais comment ça s'est structuré et surtout, après, pourquoi ça a pris fin ? Ouais. Alors effectivement, c'était pas un job à temps plein, mais c'était quelque chose qui me prenait tôt le matin, tard le soir et une bonne partie de mes week-ends. C'est une des raisons pour lesquelles, au bout de 5 ans, j'ai choisi d'arrêter parce que c'était une énorme responsabilité. Ça a été vraiment 5 années merveilleuses, mais j'avais envie d'autre chose en fait, et j'avais envie de passer à d'autres projets, de m'investir sur d'autres choses qui m'apportaient autant de joie que ce projet. Donc effectivement, je me suis entourée assez rapidement à la fois de bénévoles et puis de personnes qui étaient en freelance, donc qui étaient rémunérées par l'association. Donc la personne qui s'occupait de la communication, la personne qui s'occupait de la diffusion des supports de com, la graphiste. Donc on avait tout un tas de personnes en fait que je coordonnais au quotidien. La personne qui s'occupait de démarcher les galeries, il y avait une chef de projet. Mais c'est moi qui coordonnais effectivement le tout et en fait le fait d'être en coordination, ça me permettait de m'organiser un petit peu comme je voulais parce que je le faisais le matin, le soir, le week-end et c'était compatible, mais c'est vrai que c'était un sacré emploi du temps. Et puis ça s'est arrêté, donc à la fois parce que moi j'avais envie d'arrêter, et parce que aussi financièrement on avait atteint un moment où l'association était plus vraiment viable, où certes le soutien de la ville était important, mais pas suffisant par rapport aux ambitions moi que je pouvais avoir, au fait que le milieu des galeries d'art était assez sinistré à l'époque, et en fait il y avait une participation, une adhésion qui était payée par les galeries d'art. Et ce projet, c'était un projet de long terme, en fait. C'était pour faire découvrir à un public relativement jeune l'art contemporain. Et le fait que l'art contemporain, ça se vit pas juste dans un musée, ça se vit aussi dans une galerie. D'aller découvrir des artistes, d'affiner son œil et déguiser son œil de futur collectionneur peut-être, parce qu'on peut être collectionneur à partir de quelques centaines d'euros. Et donc c'était tout ce discours qui était porté, mais c'est un discours de long terme. Et une galerie d'art qui a besoin de payer son loyer, et c'est bien compréhensible, s'engager sur un événement comme ça qui ne va pas lui rapporter de clients de manière instantanée, c'était compliqué.
Et donc en fait, on est arrivé un petit peu à une situation d'impasse où moi je sentais que le soutien de la ville, il irait pas plus loin. Les galeries, elles s'orientaient vers un autre événement qu'elles organisaient avec leur propre organisation professionnelle. Et du coup, voilà, il y avait de moi-même, je me suis dit, mais en fait, là, on arrive à la fin d'un cycle. Et puis, ça correspondait voilà, à ma scolarité de l'ENA où j'avais quand même très peu de temps libre. D'accord, donc une grosse expérience quand même associative qui ajoute des compétences supplémentaires à ton CV. Dernière question de cette partie 1 avant d'approfondir vraiment tes postes. Un objet, une œuvre d'art, un film, ce qui est signifiant pour toi, qui représente ce que c'est que la fonction publique ou ce que tu fais aujourd'hui. Forcément, pour quelqu'un de passionné de culture, cette c'est dur question de choisir. Est plutôt simple. Non, mais écoute, je vais te parler de la première émotion artistique que j'ai pu avoir, qui est un spectacle de danse contemporaine, dont vraiment j'ai un souvenir très ému, et je pense que ça a fait partie aussi dans mon parcours d'un espèce de déclic. Donc c'était au théâtre de Caen, voilà, donc une structure publique qui m'a fait découvrir la danse contemporaine. C'était une pièce de Angelin Prège-Locage sur une musique de R, donc ça a rassemblé quelque chose d'assez facile d'accès pour moi, qui était la musique, l'électro-française que j'aime toujours beaucoup, et quelque chose que je ne connaissais absolument pas, qui était la danse contemporaine. Et je suis ressortie de là en ayant une espèce de mélange d'émotions et surtout une impression de compréhension de ce que je venais de voir. Ce qui est quand même le gros sujet de la création contemporaine, sur se dire est-ce que je vais avoir les codes, est-ce que je vais comprendre ce que je vois. Et je me rappelle vraiment de plusieurs jours après, j'en parlais. Et en fait, quelque part, l'émotion moi, que j'ai ressentie, c'est l'émotion que j'ai envie que les gens ressentent au projet auquel je participe. En fait, c'est que c'est le théâtre public qui m'a permis de voir cette œuvre, parce que je me rappelle très bien, j'avais payé, je pense, 10 € pour aller la voir. Et une espèce d'accessibilité à la fois dans le propos, parce que je pense que j'avais été un peu, je me rappelle plus exactement, mais je pense que j'avais été un peu préparée d'une façon ou d'une autre au lycée à la voir, et une accessibilité financière et un souvenir inoubliable dont je me rappelle encore. Très bien, donc de l'électro et de la danse, avec vraiment une approche culturelle où tu as ressenti quelque chose qui s'est un peu transformé, ou vraiment une émotion assez forte, et ça a du coup nourri ta conviction. Okay. Oui, parce que c'était un récit qui m'a parlé en fait, où j'ai compris ce que je voyais. Très bien, et maintenant on va essayer de comprendre ce que tu fais en partie 2 sur tes missions. Alice, sur tes expériences professionnelles, tu as occupé plusieurs postes. Bon, pour ce qui est de l'expérience en Suède, en VIA, on en a déjà parlé. Mais par contre, une fois que tu es fonctionnaire titulaire, d'une certaine manière, tu commences en administration centrale, dans une relation de tutelle avec les opérateurs, pour ce qui est des acteurs culturels, puis pour les opérateurs de l'enseignement supérieur. Et enfin, tu retournes sur de l'opérationnel, sur du terrain, dans une dynamique d'opérateurs au sein de Paris Musée. Je te propose de suivre chronologiquement ces 3 postes-là, et surtout de nous expliquer, peut-être en introduction, comment fonctionne le système d'administration centrale, opérateur, tutelle, ce schéma qui n'est peut-être pas uniquement applicable à l'État, mais à l'action publique et peut-être même dans le domaine privé. Comment ça fonctionne ? Oui, alors un opérateur, c'est une structure administrative autonome, mais autonome ne veut pas dire totalement indépendant, donc c'est là que le rôle de tutelle est intéressant. Donc il y a plusieurs formes juridiques, établissement public administratif, industriel et commercial, il y a plein de variétés d'opérateurs qui existent, que ce soit dans le domaine culturel, effectivement, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'emploi, il y a plein d'opérateurs dans le champ de l'action publique. Et en fait, la raison pour laquelle ces opérateurs ont été créés aussi historiquement, c'est pour donner un petit peu plus d'autonomie et d'opérationnalité que certains ministères ou certaines structures publiques ne pouvaient pas forcément avoir. Et c'est, en tout cas dans le domaine culturel, c'est la façon dont moi j'ai perçu les choses
avec tout la dynamique de transformation d'établissements publics qu'il y a pu y avoir depuis les années 90, grosso modo, où il y a tout un tas de grands établissements publics qui ont été créés, donc l'établissement public du Louvre, l'établissement public du château de Versailles, l'établissement public du château de Fontainebleau, donc c'est des structures juridiques qui ont un budget en propre, qui ont des équipes en propre, qui ont une relation vis-à-vis de leur ministère de tutelle à travers leur conseil d'administration, mais aussi au quotidien sur tout un tas de problématiques pour avoir une cohérence en fait de gestion de leur budget et de leurs moyens. Et une cohérence scientifique, évidemment, avec les missions qu'elle déploie. Donc c'est un statut très intéressant d'un point de vue opérationnel, puisque ça donne plus d'autonomie. Néanmoins, il y a un lien très fort qui s'opère avec la tutelle, ce que j'ai pu observer effectivement à la fois au ministère de la Culture et puis au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc tu commences en tant que chargé de tutelle en sortie IRA à 26-27 ans. Comment ça se passe, cette montée en compétence, cette prise de poste, d'assurer ces missions que tu nous as décrites, d'avoir une tutelle à l'égard d'un opérateur? Voilà, comment ça se passe? Déjà, c'était une chance incroyable. Enfin, le fait de pouvoir avoir une relation comme ça privilégiée avec les équipes administratives de ces 4 établissements, ça a été très, très riche d'enseignements. Donc j'ai appris à leur côté. Moi, je considère que c'est eux aussi qui m'ont formée à travers tous les échanges qu'on a pu avoir sur leur budget, leurs problématiques administratives, qui étaient extrêmement différentes les unes des autres, parce que entre un musée comme le Louvre et puis un musée comme le musée Guimet, on a des problématiques qui n'ont vraiment absolument rien à voir en termes de fonctionnement et puis d'urgence parfois. Urgence sociale, urgence bâtimentaire, ça n'avait vraiment absolument rien à voir, mais c'est ça qui était vraiment très intéressant. C'était le moment de la réouverture du musée Picasso aussi après les travaux, donc ça c'était aussi très formateur d'aborder l'aspect travaux, l'aspect investissement avec le château de Fontainebleau. C'était des compétences qui m'ont vraiment beaucoup servi pour la suite. Donc j'étais pas seule, j'avais puis une chef de bureau qui m'ont pris sous leur aile et puis qui m'ont formée au métier de la tutelle. Parce que ce bureau-là avait plusieurs agents qui se répartissaient un portefeuille. Exactement. Toi, tu avais 4 Tout à fait. musées en propre, on va dire, mais pour toi toute seule, d'une certaine manière. Oui, mais voilà, avec sous l'autorité d'un et d'une chef de bureau. Et donc il y avait combien de personnes dans l'équipe à côté qui travaillent eux sur 3 autres musées, 4 autres On était 4 ou 5, quelque chose comme ça. En tout, il y avait une vingtaine d'opérateurs à suivre. Alors, à la fois des établissements publics et puis des services à compétences nationales. Et on avait tous... C'est quoi la nuance La nuance, c'est en termes d'autonomie. Un établissement public va être beaucoup plus autonome parce que il a ses budgets en propre, alors qu'un service à compétences nationales, les budgets sont toujours au ministère, typiquement. Et un exemple ? Par exemple, le musée du Louvre et un service à compétences nationales, les archives nationales. Voilà. Donc toi, tu n'avais que des musées. Tu parlais de problématiques différentes. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu là-dessus par rapport au musée du Louvre que je pense la France entière connaît forcément, ou le château de Versailles. Comment ça s'est passé Est-ce que c'était des réunions peut-être toutes les semaines, point d'étape, ou en fait ils faisaient des bilans trimestriels? C'était quoi cette relation et un petit peu des dossiers saillants que tu as pu avoir? Alors, les travaux au long cours sur la tutelle, c'est la préparation des conseils d'administration. Donc ça, il y en a 4 par an. Donc ça veut dire qu'il y en avait 4 fois 4 établissements qui se préparaient avec des réunions préparatoires en fait, qui associent donc à la fois le ministère de la Culture, le ministère des Finances, parce que c'est aussi une des tutelles de ces établissements, les services à la fois culturels et administratifs, si jamais il y a des points à l'ordre du jour qui nécessitent la présence de conservateurs. Donc ça, c'était un peu les grands jalons du travail où en fait il fallait analyser l'intégralité des points à l'ordre du jour qui étaient présentés par les établissements, voir si c'était conforme à la politique du ministère, analyser, moi j'avais un angle plus budgétaire et administratif évidemment, donc sur toutes les délibérations qui étaient vraiment très à ça, donc typiquement le vote du budget, le vote des décisions modificatives, donc sur les budgets, fallait analyser le budget, les dépenses, les recettes, comment ça évolue par rapport aux années précédentes, est-ce que ça respecte bien
le cadrage du ministère. Donc ça, c'est au niveau budgétaire, entre Musée Guimet, qui avait à l'époque un budget de 8 millions d'euros, et puis le Louvre, qui avait un budget de 200 millions d'euros, ça permettait d'avoir des ordres de grandeur diamétralement opposés, mais très intéressantes aussi. Mais en ayant géré un budget à 40 000 euros. Exactement. Tu avais aussi un troisième niveau d'ordre de grandeur. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu peux juste nous expliquer rapidement comment fonctionne un conseil d'administration, qui compose le conseil d'administration? Ouais. Et ensuite, après, on reviendra bien sûr sur la différence. Donc, la composition du conseil d'administration d'un établissement public, elle est définie par son statut. Donc son acte de création, généralement. Donc, ça peut être un décret ou un arrêté. Et donc, classiquement, il y a donc un représentant des tutelles. Donc, par exemple, au château de Fontainebleau, il y avait un représentant... Il y avait un représentant du préfet de région qui était là, donc ministère de la Culture, ministère des Finances. Et puis après, il y a tout un tas de personnalités qualifiées, donc qui sont nommées pour un certain nombre d'années en raison de leur expérience, de leur expertise sur certains sujets du domaine de l'activité de l'établissement. Donc voilà, ça permet de rencontrer tout un tas de personnes très, très, très qualifiées. Il y avait par exemple Pierre Berger à l'époque au musée du Louvre. Mais en même temps, ce n'est pas leur métier principal. Non. Ils ont des missions à côté, ils ont une vie professionnelle. Oui, tout à fait. Ils interviennent exclusivement dans ces moments-là. Donc, au titre de leur expérience professionnelle, donc Pierre Berger... grand mécène, c'était des compétences spécifiques qui étaient recherchées chez cette personne. Et puis il y avait aussi des personnalités plus du domaine de la finance, du mécénat, des domaines de l'entreprise qui étaient recherchés. Donc chaque président d'établissement public ou directeur généraux compose son panel de personnalités qualifiées en fonction de ce qu'il pense que ces personnes vont lui apporter. Parce qu'effectivement, c'est une relation un petit peu au long cours et assez épisodique où, en fonction de l'investissement de chacune des personnalités qualifiées, soit on les voit 4 fois par an, et quelque part, il faut espérer que leur appréciation du dossier a été suffisamment grande pour qu'ils aient une intervention intéressante au moment du conseil d'administration. Et puis, il y a des personnalités qualifiées qui vont être très impliquées, qui vont avoir une relation vraiment de proximité avec les dirigeants. Donc, ça, c'est un petit peu... Il n'y a pas vraiment de règles et ça dépend vraiment de la façon dont les choses ont été décidées par les dirigeants. Pour qu'on soit bien clair après sur le fonctionnement de ce conseil d'administration, sa relation avec le musée en tant que tel, est-ce qu'on peut dire que c'est la même chose qu'un élu municipal par exemple, avec le directeur de la direction des sports ou en fait, non, c'est encore une autre relation, c'est une autre approche? Ouais, pour moi, c'est assez différent parce que pour moi, le conseil d'administration, sa finalité, c'est le fait de valider juridiquement tout un tas d'actes. En fait. C'est un ordre du jour avec une quinzaine, vingtaine, trentaine de points qui va permettre qu'ensuite les services mettent en œuvre les décisions qui ont été approuvées par les membres du conseil d'administration de manière juridique. Et dans la mesure où ça se passe que 4 fois par an... et où les directeurs des services quelque part sont pas autour de la table en fait. Les personnes qui sont autour de la table, encore une fois, c'est des personnalités qualifiées ou des représentants des tutelles. Donc c'est plus un organe de validation quelque part d'un certain nombre de décisions administratives. Mais c'est pas un organe de pilotage au sens où c'est l'endroit où les directeurs vont venir prendre leurs instructions pour déployer leur stratégie. C'est une chambre d'écho parce qu'évidemment les deux doivent être cohérents, mais les personnes qui sont autour de la table sont pas les personnes qui au quotidien vont mettre en œuvre la stratégie d'un directeur. Donc en réalité c'est le directeur du musée qui a un peu cette logique d'un élu et qui fixe le cap. Absolument. D'accord. Ok, bon, cet aparté sur comment fonctionne un conseil d'administration, mais je pense que même pour toutes les personnes qui ont fait du droit administratif, par exemple, et qui ont étudié ce que c'était que les établissements publics administratifs, industriels, commerciaux, mais sans forcément trop comprendre d'un point de vue concret de quoi il s'agissait, je pense que là, on a bien exploré le cas des établissements publics culturels.
avec le fonctionnement conseil d'administration, d'accord. Mais on était sur la question des dossiers, un petit peu des enjeux différents et comment toi au quotidien tu travailles avec eux. Donc oui, effectivement, donc j'ai évoqué voilà, ces grands moments du conseil d'administration. Après, il y avait des dossiers un peu emblématiques que j'ai pu suivre quand j'étais en poste. Un dossier qui m'avait beaucoup intéressé, c'était celui de la rédaction du contrat d'objectifs et de performance du musée Picasso. Donc le contrat d'objectifs et de performance, c'est un document qui est partagé avec la tutelle et qui permet sur 3 ans, 4 ans, 5 ans de définir les grands objectifs stratégiques de l'établissement, avec tout un tas de déclinaisons, d'indicateurs de suivi voilà, qui font l'objet de restitutions régulières, notamment ça peut être l'objet du conseil d'administration de faire une restitution. Et en fait, c'est intéressant cet outil administratif parce qu'il y a autant de contrats d'objectifs et de performance un petit peu que de structures administratives parce que ça dépend vraiment de la façon dont le dirigeant a envie de s'emparer de cet outil-là, d'en faire un outil de cohésion entre les équipes, un vrai outil managérial en fait. Et ce que j'avais perçu au musée Picasso, déjà c'est une excellente relation de partage sur la façon de définir les objectifs stratégiques et la façon de les décliner avec la tutelle. Donc on avait vraiment fait beaucoup de séances de travail hyper intéressantes où je pense qu'on leur avait apporté aussi des éléments de comparaison par rapport à d'autres musées, ce qui peut aussi être intéressant de la part du ministère. Parce que derrière ce contrat se joue leur subvention. Malheureusement, non. C'est pas un contrat d'objectifs et de moyens, mais c'est plus une déclinaison de la stratégie, non liée à des moyens humains ou financiers. C'est le cas pour d'autres structures, mais pas dans le domaine culturel. Voilà. Ce qui est un sujet ramené sur le tapis régulièrement, mais malheureusement, c'est pas malheureusement, je le dis parce que je suis du côté d'un opérateur maintenant. Donc voilà, donc cette séquence de travail, moi, elle m'avait beaucoup intéressée parce que j'avais vu comment un dirigeant, donc à l'époque c'était Laurent Lebon, avait pris cet outil pour déployer sa stratégie, pour fédérer autour de lui les équipes parce qu'il était arrivé depuis peu de temps. Et puis comment c'était incarné dans chaque service du musée. Donc ça, pour moi, ça a été assez emblématique comme dossier, parce que pour moi, c'est un peu... il n'y a aucune démarche qui est parfaite, mais j'avais trouvé ça assez remarquable. Et du coup, ça m'avait... c'était vraiment un beau dossier. Et puis un autre dossier qui me sert encore maintenant, c'est au château de Fontainebleau, donc où ils avaient débuté la mise en œuvre d'un plan pluriannuel d'investissement. Donc en fait, ça c'est un outil aussi administratif qui permet de définir les besoins en termes d'investissement d'un musée, d'un château, etc. Et ça m'a permis de toucher du doigt à la fois la programmation budgétaire pluriannuelle, qui est quelque chose en fait de complètement capital quand on commence à faire du budget. Et puis le sujet des travaux et des investissements, qui est un sujet malheureusement trop fréquemment laissé de côté, parce que face à l'urgence et face au fait que les budgets sont parfois insuffisants, on délaisse l'entretien de certains bâtiments. Et donc comment rattraper certains retards et structurer un schéma de travaux cohérent. Et donc ça avait été... c'était sur 10 ans. Donc là, c'est en train de... je crois que ça s'est achevé. Et c'était plusieurs dizaines de millions d'euros d'investis chaque année pour rénover ce merveilleux château. Est-ce que tu as été invité à la fin des travaux? On oublie un petit peu les personnes qui vont travailler dessus. Non, et puis il n'y a pas vraiment de fin des travaux en fait sur un bâtiment comme ça, c'est toujours en travaux. Mais j'y allais très régulièrement et c'est un établissement que j'apprécie beaucoup comme tous les autres. Enfin, ils ont tous leur personnalité, leur histoire. Mais ça veut dire que tu peux par exemple aller sur des visites de chantier en tant que ministère de tutelle. Tu as vos chapitres sur les comptes rendus. Sur les états d'avancement des travaux, etc. Alors, vos chapitres, je ne sais pas, mais en tout cas, j'étais conviée régulièrement sur des dossiers vraiment liés aux investissements parce qu'il y avait un aspect budgétaire, en fait, tout simplement. Donc, en fait, il y a plusieurs expertises qui se croisent. Il y a l'expertise des architectes des bâtiments de France, les architectes des monuments historiques, les conservateurs qui peuvent aussi avoir une expertise nécessaire sur ce type de travaux. Puis il faut une expertise budgétaire, donc en fait c'est aussi pour ça que j'y étais. C'était et puis au titre du suivi aussi des dossiers, parce que ça impliquait des
des passages de certaines délibérations au conseil d'administration. Enfin voilà, en fait tout ça c'est lié et on en revient à ce point d'entrée qu'est le conseil d'administration. Ouais. Et alors, est-ce qu'au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, on fait aussi des plans pluriannuels de financement? Donc, plus sérieusement, quelles sont un peu les différences que tu as rencontrées, ce que tu as retiré de cette expérience de 2 ans au sein de ce ministère? L'arrivée sur ce poste, c'est vrai que l'expérience au ministère de la Culture, elle a été très utile sur la compréhension des rapports de force entre les différents opérateurs, entre un établissement comme le CNRS qui pèse plusieurs milliards d'euros et puis un établissement comme l'Institut pour la recherche et le développement, l'IRD. Enfin voilà, même si c'est pas du tout un jugement de valeur, mais chaque décision budgétaire à l'échelle d'un établissement comme le CNRS, ça va évidemment avoir des conséquences énormes sur le budget de la mission recherche. Donc c'est quelque chose que voilà, je trouvais très similaire par rapport au rapport au sein des musées nationaux entre par exemple le Louvre ou le musée Guimet. Et puis l'arrivée sur ce poste, c'est aussi le fait de devenir chef de bureau, donc d'encadrer une équipe de chargés de tutelle. On rentre dans le vif du sujet du management avec des agents de catégorie A, mais avec des profils extrêmement différents, soit à la fois purement administratifs, des profils aussi d'ingénieurs, beaucoup plus techniques, donc voilà, qui sont repassés vers la voie administrative. Donc ça, c'était passionnant parce que en termes d'adaptation du management que j'ai mis en œuvre, il a vraiment pas fallu arriver en disant bon voilà, maintenant c'est moi la chef de bureau, on va faire comme ça, comme ça, comme ça. J'ai vraiment essayé de comprendre un peu le parcours de chacun, où est-ce qu'ils en étaient dans leur parcours professionnel, ce qu'ils avaient envie d'apprendre, comment les accompagner. Enfin, pour moi, il y a vraiment eu une montée en compétences au niveau budgétaire sur ce poste, mais au niveau management, c'est là-dessus vraiment aussi que je me suis beaucoup impliquée parce qu'il y avait une diversité dans l'équipe qui nécessitait de vraiment avoir un management un peu... Précis, ouais. C'est vraiment la... Et puis... Parce qu'en fait, ils avaient une certaine autonomie. Oui. Ça pouvait tourner oui, sans tout à toi. fait. Mais en même temps, il fallait que toi, tu trouves ta place pour puiser et te baser sur leurs expériences. Et puis après, apporter aussi ton regard et ta qualité. Parce que du coup, tu étais administratrice. Et donc, par rapport à une dizaine de personnes, c'est ça, une dizaine de catégories A. Ouais. Donc là, je trouve que c'est vraiment le... Bon, de toute façon, c'est le poste de sortie d'ENA, donc c'est vraiment un petit peu le jeu de la vérité à ce moment-là, hein, parce que les stages, la formation, c'est quelque chose, mais en fait, c'est vraiment là qu'on devient administrateur civil. En fait, c'est sur cette expérience-là, et moi, je l'ai vraiment senti, la transformation de positionnement. Pour moi, elle a vraiment eu lieu à ce moment-là, parce que on a une équipe, enfin, voilà, on a au niveau hiérarchique, le positionnement évolue fortement. Et puis c'est vrai que moi, en étant une candidate interne et en ayant traité des sujets d'opérateurs avant dans un bureau où j'étais chargée de tutelle, enfin tout d'un coup, la montée en termes de positionnement, je l'ai perçue de manière très concrète et ça a renvoyé évidemment à l'expérience que j'avais au ministère de la Culture parce que tout d'un coup, c'était moi la chef en fait. 10 personnes à manager. Pourtant, aujourd'hui, tu es à la ville de Paris maintenant, au sein de Paris Musée, et on parle plus de 10 personnes, on parle de 70 personnes. Oui. Donc là, voilà, la transition est toute trouvée. Déjà, tu es en position de détachement, donc tu quittes l'État pour la ville de Paris. Tu es assez caméléon, et je pense que plutôt le fil rouge, c'est la culture. Qu'est-ce que c'est Paris Musée? Comment ça fonctionne? Voilà, raconte-nous un petit peu cet environnement. D'accord. Donc, Paris Musée, c'est un établissement public administratif qui a été créé il y a 10 ans et qui s'occupe de gérer 14 musées et sites patrimoniaux. Donc, il y a 12 musées et 2 sites patrimoniaux qui donc, a pour volonté de mutualiser un certain nombre de fonctions au sein de cet établissement pour susciter des gains alors à la fois budgétaires, mais aussi en termes de montée de compétences, de transversalité au sein de ces missions. Et donc, on a un service, on a une seule DRH, par exemple, pour l'intégralité des 14 lieux, une seule direction administrative et financière, une seule direction des expositions, une seule direction des collections, une seule direction des services techniques. Donc c'est à la fois les fonctions support de tous ces musées qui sont pilotés par le siège,
Et puis la production des expositions et une fonction de coordination sur les activités d'acquisition, de recherche à l'échelle des 14 lieux. Et après, donc, il y a des équipes donc nécessairement plus réduites qui sont dans les musées, mais qui s'occupent des missions d'accueil et de surveillance, les missions culturelles, la conservation, et puis un directeur de musée à la tête de chaque établissement. Donc c'est une structure unique en France, unique peut-être aussi dans le monde, vis-à-vis de laquelle il y a beaucoup de personnes qui nous interrogent régulièrement, donc des collectivités ou d'autres structures pour comprendre le modèle Paris Musée, parce que c'est un établissement qui a été créé donc, sous le mandat de Bertrand Delanoë. C'était donc la directrice générale Delphine Lévy à l'époque qui donc avait rédigé un rapport sur l'opportunité de mutualiser l'ensemble de ces fonctions au sein d'un même établissement. Et ce qui est intéressant, donc, c'est de voir que la problématique et les réflexions, elles sont en cours dans beaucoup d'autres collectivités sur un modèle équivalent. Et puis, de voir aussi qu'il y a des spécificités à Paris qui font que le modèle fonctionne, à mon sens. Une spécificité déjà de taille en termes de composition, c'est-à-dire que 14, c'est déjà beaucoup. Quand il faut faire le budget de 14 musées, faire le recrutement au sein de 14 musées, c'est quand même, à l'échelle, c'est beaucoup pour le siège. Mais en même temps, c'est pas trop non plus. Oui, c'est juste, en fait, après le siège, l'idée, c'est qu'il soit dimensionné pour accueillir l'ensemble de ces fonctions. Ça fonctionne aussi parce qu'il y a un établissement qui génère 60% des recettes de billetterie, c'est les catacombes. Donc, si cet établissement n'existait pas, le modèle économique serait totalement différent. Et ça, c'est pas une donnée forcément réplicable dans d'autres villes. 60%, donc forcément, il doit y avoir de la péréquation, de la compensation entre les musées où les catacombes donnent plus que ce qu'ils ne reçoivent du siège. En fait, c'est toute la vertu de ce modèle, c'est de se dire que les recettes générées par certains établissements permettent de financer d'autres musées qui n'auraient pas généré autant de recettes, en fait. Donc, c'est le fait de capitaliser sur les succès et le fait que certains lieux sont très générateurs de recettes qui permet de financer d'autres musées dont les équilibres économiques ne permettraient pas d'avoir une programmation aussi ambitieuse et un équilibre économique comme celui-ci. D'accord, pour ces forces de cet établissement, aujourd'hui aussi, toi, tu es désormais en opérateur, donc pareil, c'est un peu un changement d'approche par rapport à tes expériences professionnelles précédentes, mais je suppose aussi une force. Oui, parce que la relation avec la tutelle, même si les tutelles ne sont pas forcément les mêmes, là c'est la tutelle de la ville de Paris, c'est une relation, moi, que je vois comme une relation de confiance, dans l'échange, dans le dialogue, et là-dessus, c'est vraiment super intéressant de pouvoir développer ça en étant de l'autre côté, en fait, du miroir, en se disant... moi, ce que j'ai apprécié quand j'étais au Messery ou au ministère de la Culture, c'est d'avoir des échanges de qualité avec les musées, de pouvoir travailler sur des sujets de fond, de pouvoir échanger en toute confiance. Et c'est vraiment la façon dont moi, je veux travailler maintenant au sein d'un opérateur avec notre tutelle. Donc, d'avoir expérimenté l'autre côté, ça permet, en termes de positionnement, de se poser aucune question sur la façon dont les choses doivent se passer. Et donc, très concrètement, tu as 70 personnes en management, je suppose pas en management direct. Non. Ouf. Et sinon, les réunions, ça doit être un peu compliqué. Ouais, c'est clair. Comment ça se structure un petit peu ta charge de travail, tes semaines Les 70 agents, ils se répartissent en 4 services. Le service financier, le service juridique des achats et de la logistique, le service de la comptabilité et le service de la régie. Et en fait, c'est le service de la régie qui emporte le plus gros des troupes, puisque ce sont les agents des caisses
et des sous-régies au sein des musées. Donc en fait là, c'est quasiment les 2 tiers de mes effectifs qui sont dans ce service-là. Donc c'est très intéressant en termes de management parce que ça fait qu'on a des équipes qui sont pas sur place, enfin qui sont pas au siège de Paris Musée, qui sont dans les musées, qui sont sous l'autorité donc d'une direction du siège alors qu'ils sont dans des musées. Donc ça c'est aussi quelque chose d'intéressant à explorer et de faire vivre au quotidien. Et donc la semaine, c'est des choses assez classiques. Hein. Le lundi matin, il y a un comité de direction. L'après-midi, j'ai une réunion avec tous mes chefs, donc mes 4 chefs de service. Et puis après, c'est en fonction un peu des urgences et des dossiers du moment. Moi, je me réserve tout. Enfin, je suis assez. Je suis très organisée sur la gestion de mon emploi du temps. J'ai des plages qui sont dédiées à travailler sur des sujets de fond. Enfin, généralement, j'ai au moins 3 heures dans ma semaine où je ne prends pas de rendez-vous et du coup, je travaille sur des sujets de fond parce que c'est trop facile de se faire dépasser par l'urgence. Donc ta porte est fermée et les agents ne rentrent pas. Et généralement, c'est le jour où j'essaie d'être en télétravail. D'accord. Parce que, sinon, j'arrive jamais à avancer sur ces sujets-là. Parce que oui, je suppose qu'avec 4 services, tu dois avoir des notes pendantes où on attend ta validation. Ah bah oui, c'est... Ouais. Et puis, encore une fois, d'avoir été de l'autre côté, quelque part, catégorie A, à être la rédactrice de certaines notes et d'attendre pendant parfois des semaines une validation ou un retour sur un travail réalisé. C'est vrai que moi, je mets un point d'honneur à pas faire patienter les gens sur des retours de validation parce que je sais qu'il n'y a rien de plus démotivant. Donc mais en même temps, il faut se consacrer effectivement du temps. C'est ça. Bah oui, c'est ça. C'est que en fait, il faut savoir se prioriser dans toutes les attentes que la hiérarchie peut avoir vis-à-vis des échéances à tenir et être en proximité avec ses équipes pour les accompagner, les guider, les corriger si jamais il y a des choses qui fonctionnent pas. Donc c'est un savant mélange de ces différentes tâches au quotidien. D'accord, et en tant qu'adjointe à la directrice générale, tu as aussi en charge des missions un peu transverses. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu là-dessus sur cette... Alors, l'une des missions assez emblématiques, c'est sur poursuivre un peu toute la réflexion qui a mené à la création de l'établissement, donc un établissement qui est jeune, qui a 10 ans, sur justement la problématique de la déconcentration et de la répartition des compétences entre le siège et les musées, le bon équilibre en fait de répartition des missions. Et donc c'est un peu au quotidien, mais ça peut passer par de la rédaction de procédures, de la préparation de réunions régulières où on se retrouve avec les directeurs ou les secrétaires généraux. Prochainement, on va reprendre aussi la rédaction de notre contrat d'objectifs et de performance. Donc, c'est de avoir cette idée de se dire qu'on fait un pas de côté et que j'ai toujours un peu ça en tête dans les missions que je peux avoir au sein de la DAF et puis dans les échanges au quotidien avec les musées sur toujours faire progresser l'établissement sur le fait qu'il fonctionne le mieux possible en fait quelque part parce qu'un réseau c'est vraiment il n'y a pas un seul réseau qui est structuré, qui fonctionne de la même façon en fait, que ce soit dans le domaine culturel ou dans le domaine administratif de manière générale. Et toujours avoir cette vigilance du bon équilibre des fonctions entre le siège et les musées. Et alors sur cette animation de réseau, est-ce que tu vas souvent au musée ? Ah oui, c'est obligatoire. C'est-à-dire que chaque semaine, tu te retrouves à être sur le terrain, à les rencontrer d'un point de vue bien sûr professionnel, bon aussi peut-être que personnel, tu consommes du musée parisien, mais aussi du musée national à Paris. Comment tu vois un peu ce côté terrain ? Alors effectivement, aller dans les musées, c'est absolument essentiel. Moi, j'incite énormément mes équipes à y aller. Donc, ils se déplacent, ils vont faire des réunions dans les musées. Moi, j'ai évidemment beaucoup d'interactions avec mes homologues qui sont les secrétaires généraux des musées. Donc, soit par visioconférence ou soit je vais les voir. Et puis, évidemment, je visite beaucoup les musées. Et j'ai eu aussi à cœur d'aller au plus proche de l'opérationnel, j'ai envie de dire. Par exemple, il y a quelques semaines, j'ai passé plusieurs heures en caisse au Petit Palais
parce que donc c'est des agents de la régie de Paris Musée, pour comprendre un petit peu toute la chaîne budgétaire jusqu'au bout dans un musée. Et du coup, c'était une expérience hyper enrichissante. Enfin, voilà, je pense qu'il n'y a rien de tel en fait pour aussi donner du sens à son travail que d'aller voir le dernier maillon de la chaîne pour ceux pour quoi on travaille. Et tu te rends compte des obstacles oui, et puis en fait, ça remet un peu les pieds sur terre, quoi. Enfin, on traite des tonnes de sujets au quotidien, mais la finalité, c'est que les gens viennent au musée, passent un bon moment, découvrent des œuvres d'art, et ça, c'est important de se le rappeler régulièrement. Et voilà, donc ça, c'était hyper enrichissant, et l'ensemble de mes chefs de service vont aussi le faire. Donc, ouais, je pense que le lien avec l'opérationnel, il faut vraiment jamais le perdre. Donc, non, ça me tient vraiment à cœur d'y aller régulièrement. Ah bah oui, et puis, enfin voilà, dans mon temps libre, j'y vais très régulièrement. Temps libre, vie perso, peut-être une question un peu plus générale sur l'ensemble de tes postes, mais comment tu as réussi à jongler entre ta vie perso et ta vie pro? Tu me le disais un petit peu en aparté, t'es jeune maman. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Bah, je pense que c'est une question d'organisation. C'est vrai que moi, je pourrais pas que travailler. Je sais que dans mon équilibre, c'est impossible que je ne fasse que travailler dans une journée, que je me lève, que j'aille au travail, que je rentre beaucoup trop tard. Et donc, pour me nourrir et pour mon équilibre psychique, mental, j'ai besoin de faire autre chose. Donc, en fait, ça dépend vraiment de chacun. En fait, je pense que c'est vraiment une question très personnelle sur où on place son équilibre au quotidien. Donc moi, j'ai besoin de faire du sport, j'ai besoin d'aller dans des musées qui sont pas du réseau de Paris Musée, justement, d'aller voir d'autres expositions pour pas penser au travail, entre guillemets. Et en fait, après, c'est une question d'organisation. Enfin voilà, de se dire qu'il y a des créneaux qui sont faits, qui sont dédiés à telle chose, à la vie de famille. Il y a des créneaux qui sont dédiés à des temps pour soi. Et puis, il faut avoir un conjoint qui prend sa part. Donc ça, c'est juste essentiel. Et alors, où est-ce que tu te vois dans 10 ans ? Dans 10 ans, je me vois toujours dans la culture. Si j'avais parié, je pense que... Ouais, je pense que sans scoop, je me vois toujours dans le domaine culturel. Voilà, je pense que j'en suis assez convaincue maintenant sur le fait que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, que des projets enthousiasmants, il y en aura encore beaucoup, je pense, que ce soit en France, à l'étranger, à Paris. Il y a beaucoup de dynamisme dans ce domaine et je suis persuadée que je trouverai quelque chose d'autres domaines et d'autres projets sur lesquels m'investir. Après, je pense que l'enjeu pour moi, ça va être de réussir à concilier l'aspect opérationnel et l'aspect stratégique parce que le poste que j'ai en ce moment, il est quand même très opérationnel, peut-être plus que ce que j'aurais pensé. Après, c'est juste passionnant parce que, enfin voilà, il y a un côté hyper réactif dans les décisions qui peuvent être prises et leur mise en œuvre ensuite sur le terrain. Mais je sens que c'est quelque chose qui me manque peut-être un peu, de vraiment réfléchir sur les stratégies, le mode de fonctionnement, etc. Mais vraiment avoir le temps long en fait, parce que là c'est vraiment, y a beaucoup de choses qui sont dans le court terme, donc je pense que, il y a une conciliation entre les deux qui doivent être, mais je pense que c'est des problématiques que j'ai rencontré précédemment, que j'ai évoqué tout à l'heure, sur le fait que j'ai fait le choix d'aller au ministère de la Culture après avoir travaillé dans des choses très opérationnelles. Je pense que ça fait partie de mon équilibre d'alterner régulièrement entre des choses plus des travaux de réflexion, prendre un peu plus de hauteur et puis revenir vers l'opérationnel parce que en fait les deux se nourrissent. Si j'avais un parcours fait que d'opérationnel ou que de réflexion, ça n'aurait peu d'intérêt pour moi en tout cas. Donc voilà. Très bien, des allers-retours. Ouais, des allers-retours, voilà. Mais toujours la culture. Voilà. Ok, et ben on va basculer sur la partie 3 pour parler des conseils professionnels, des conseils sur les concours. Partie 3 sur les conseils professionnels, conseils concours. Toujours la même première question, une anecdote, une situation professionnelle que tu as vécue
et où tu aurais aimé savoir peut-être mieux la gérer en amont. Et donc, d'une certaine manière, quels conseils tu donnerais derrière cette situation? Alors, je vais revenir sur la première situation de management auquel j'ai été confrontée, donc quand j'étais au Messery. Donc, j'ai pris mon poste en décembre de mémoire, et donc 3 mois plus tard, on est donc tous confinés, tous chez nous. Et donc, c'est l'apprentissage pour moi du management à distance sur une équipe où, ils viennent quand même juste de me rencontrer. Donc, ça, j'ai trouvé ça franchement pas évident. Donc, c'est un peu à cette époque-là que j'ai commencé à écouter beaucoup de podcasts d'ailleurs, de management, parce que quand je courais seule dans les rues de Paris, j'avais ça dans les oreilles. Et en fait, d'essayer de mettre en place des techniques pour garder le lien. De s'appeler tous les jours, de faire des cafés virtuels. Enfin, c'est des trucs qui paraissent complètement anecdotiques maintenant, mais à l'époque, c'était quand même une période ultra angoissante. Et je savais qu'il y a certains agents qui étaient relativement seuls. Et dans des moments comme ça, moi, je me sentais aussi responsable quelque part aussi de m'assurer que tout allait bien. Enfin voilà, c'était quand même la santé mentale et la santé physique de l'ensemble de ses collaborateurs qui est aussi mise en danger dans des moments comme ça. Donc c'était une situation totalement inédite à laquelle je n'étais absolument pas préparée. Mais au final, je pense que ça a été un peu le saut dans le grand bain en termes de management, parce que j'en suis revenue avec un petit peu plus, j'avais l'impression un peu plus de confiance en moi sur le fait qu'on était une équipe, parce que j'avais l'impression que justement c'était le moment où on avait réussi à se rassembler en fait autour d'un moment compliqué. Et puis par rapport à tout ce que j'ai pu lire pendant le confinement sur le management à distance, un petit peu plus de référentiels et puis de techniques en main pour aborder la suite en fait, parce qu'en fait c'était que le début du travail à distance. Et l'histoire a prouvé que voilà, le télétravail maintenant ça fait partie de notre quotidien de manager. Et donc voilà, donc c'est une situation que j'aurais jamais cru vivre, et au final qui a été assez formatrice pour la suite de mon parcours, parce que encore une fois le télétravail ça concerne tout le monde maintenant. D'accord, donc quand le confinement est déclaré, tu as un petit peu cet étourdissement peut-être managérial, et où tu te dis il faut absolument que je me positionne et que je réfléchisse à comment structurer une vie de bureau à distance. Ouais, parce que c'est aussi dans des moments de crise comme ça qu'on décide quel manager on a envie d'être en fait. Est-ce que moi je fais mes trucs et puis dans 3 mois on verra ce qui se passe, ou alors j'essaye vraiment de maintenir un lien et une animation de bureau qui permet de réenchaîner ensuite sur une période de travail plus sereine. Et du coup moi c'est clair que c'est la deuxième option que j'ai choisie. Et c'est voilà. Quitte à parfois peut-être être mal reçu, à avoir des personnes qui se disent mais moi je veux juste faire mon travail à distance, bien j'ai sûr. pas envie de participer à tes Ouais, des mes petits cafés déjeuners virtuels, je m'en virtuels. fiche. Oui, évidemment. Après, c'est aussi le côté ingrat parfois du management, hein, c'est que on a beau avoir des bonnes idées et les amener avec toute la bonne volonté du monde. Des fois, on a des agents qui sont juste réfractaires et qui veulent pas le faire. Mais bon, en fait, en tant que manager, il faut quand même essayer. En fait, Bien sûr. c'est notre rôle. D'accord, maintenant plutôt sur les concours. Mhm. Alors peut-être ça fera écho à déjà l'échange qu'on a eu sur jongler vie pro, vie perso, mais c'est quelque chose, je pense, qui peut se retrouver parmi nos auditeurs. C'est quand on passe un concours, quand on dédie une année à la préparation d'un concours exigeant, comment on fait pour maintenir à côté certaines activités. Toi, tu as réussi, alors que très certainement l'association était à son prime, à son acmé, à maintenir une présence, à pouvoir gérer ces choses-là, alors que tu préparais le concours d'administrateur de l'État. En fait, déjà, moi je considère que l'année à l'IGPDE, c'était vraiment une chance. C'est une année que j'ai vraiment adorée. J'ai trouvé intellectuellement hyper épanouissante, super enrichissante. J'ai eu l'impression de me remettre à niveau sur tout un tas de connaissances que j'avais un peu perdu de vue en travaillant, en commençant à travailler. Et du coup,
je sais que je préparais un concours, mais je prenais du plaisir aussi à aller en cours, en fait. Et ça, je pense que la notion de plaisir, elle est juste essentielle quand on prépare un concours comme ça, parce que tenir sur la... Enfin, c'est une porte ouverte, hein, mais préparer un concours, c'est clair, c'est un marathon, et on ne tient pas 1 an, 2 ans si on recommence, s'il n'y a pas une notion de plaisir et d'épanouissement intellectuel. C'est impossible. Enfin, pour moi, c'est impossible. Donc... moi, c'est comme ça aussi que je l'abordais, et du coup, le temps, quelque part, passe plus vite quand on a l'impression de faire des choses qui nous intéressent. Et encore une fois, sur l'équilibre de mes activités associatives, de ma vie personnelle, c'était vraiment une question d'arbitrage et de temps que je souhaitais consacrer. C'est que je savais que pour mon équilibre, j'avais besoin de ne pas que exclusivement travailler du matin jusqu'au soir, que j'avais besoin de me reposer, de prendre des vacances, d'aller au cinéma, de faire un footing. Et en fait, je m'accordais ce temps-là parce que je sais que sinon, ça ne fonctionnerait pas, en fait. Pour moi, ça a passé par une très bonne organisation. Enfin, j'avais des plannings hyper détaillés sur c'était quoi mes objectifs en termes d'apprentissage toutes les semaines. Moi, c'est ma façon de me rassurer de faire ça, mais après, chacun a sa technique. Mais en fait, cette espèce de rationalisation du travail, elle me permettait de prendre du recul et de me dire, ok, là, j'ai fait ce que j'avais à faire en fait cette semaine, donc oui, j'ai le droit d'aller au cinéma. Et en plus, le cinéma, c'est aussi bon pour la culture générale, pour les concours. Tout à fait. Se faire plaisir pendant qu'on passe les concours, bien sûr, mais je suis totalement d'accord. D'ailleurs, on en parle aussi avec Aurélie Vert et Thibaut Ménieux dans l'épisode spécial sur réussir sa prépa à concours interne et comment on la vit, cette année de préparation. Peut-être des remarques un peu plus générales maintenant sur des conseils que tu peux nous donner sur la vie professionnelle, peut-être en management ou sur des projets que tu as eus. Je parlais tout à l'heure de l'activité associative que j'ai eue des jeudis artifs. C'est au-delà de l'enrichissement personnel que ça a été d'animer cette association, ça a été quelque chose qui a été longuement abordé pendant mon oral de l'ENA, sur ce que j'en retirais, sur les apprentissages, les compétences transférables, etc. Et je pense que ça m'a vraiment servi et c'est ce type d'expérience qui peut être vraiment hyper intéressante. Parce que moi, ce que j'ai retiré en termes de management, d'encadrer une vingtaine de bénévoles sur cette association, c'est que si on ne connaît pas les ressorts de motivation des gens qui vous entourent, on ne peut pas être un bon manager, en fait. Donc, les ressorts de la motivation d'un bénévole et le ressort de motivation d'un agent de la fonction publique, c'est sûr que c'est pas forcément les mêmes. Mais en fait, si on se pose pas cette question-là en tant que manager, pour moi, on peut pas être un bon manager. Tu penses à quel levier pour la fonction publique, par exemple ? Alors, ça peut être plein de choses. En fait, ça peut être, si c'est juste le ressort de la motivation, c'est le salaire qui tombe à la fin du mois, ça va pas être l'agent le plus simple à manager, je pense. Mais après, il y a des perspectives d'évolution professionnelle, il y a tel ou tel dossier qui les intéresse pour les faire progresser en termes de mission, il y a les mobilités internes. En fait, faut ouvrir un peu de manière très large le spectre de ce qu'on peut proposer au sein de la fonction publique comme évolution et comme motivation pour les agents. Le salaire, ça en fait partie, mais moi, je reste persuadée que de confier en autonomie, d'aller à certaines réunions, de se sentir en responsabilité pour un agent, ça peut être un effet de motivation complètement décuplé par rapport à une situation lambda. Donc voilà, et puis l'attention que le manager porte à ses agents, le fait de passer du temps régulièrement avec eux. Moi, il y a quelque chose que j'ai mis en place avec mes agents lors de mes précédents postes, c'est l'outil du 1 à 1. Donc c'est un outil de management qui a été décliné, expliqué dans un podcast qui s'appelle Les outils du manager, que je vous conseille, qui a une mine d'informations sur le management, aussi bien dans tout type de structure. Et en fait, c'est un outil qui rapidement permet d'accorder à son collaborateur, donc une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines en fonction de ce qui vous arrange, un temps dédié où c'est lui qui a la parole. Et en fait, c'est ultra puissant parce que dans tout ce flot d'urgence, de gestion des échéances à court terme, etc., votre collaborateur, il sait qu'il a votre écoute, il a votre attention, il a cet espace de parole où il va pouvoir vous livrer ses difficultés, il va pouvoir vous livrer ce qui en ce moment ne fonctionne pas dans son travail ou tout autre sujet. Et en fait, de renverser comme ça la prise de parole du côté de ses agents et de savoir que ce créneau, il est sanctuarisé,
c'est quelque chose qui symboliquement et opérationnellement pour moi est ultra fort. Tu le fais, toi, avec tes 4 chefs de service ? Alors, je ne le fais plus avec mes chefs de service parce qu'on a un autre mode d'organisation, mais je le faisais au Messery. Et je trouvais que c'était vraiment très intéressant. Avec tes 10 agents, du coup ? Ouais. Alors, on le faisait une fois toutes les 2 semaines. Et par contre, du coup, maintenant que j'encadre des managers, j'ai incité mes managers à le faire. Mais attends, tes 10 agents, un par un ? Ou ouais, c'est au collectif ? En fait, c'était 1 demi-heure par collaborateur. Donc, c'était un créneau qui était fixe dans mon agenda. Et au total, ça fait donc 5 agents à raison d'une demi-heure par semaine, ça fait 2h30 par semaine. Et j'avais fait le choix de ne pas faire de réunion de service toutes les semaines au Messery parce que les modalités de fonctionnement étaient assez bilatérales en fait, entre les agents et on faisait une réunion de coordination plutôt une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Et en fait, pour moi, c'était la modalité d'organisation qui était la meilleure, en fait. Enfin, je trouvais que les échanges étaient de meilleure qualité. Il y avait un côté beaucoup moins descendant que peut avoir la réunion de service, surtout avec 10 personnes où, du coup, même si c'est important de créer de la transversalité, il faut toujours avoir des espaces pour qu'elles puissent s'exprimer. Toutes les semaines, ça aurait vraiment pas eu de sens. Et par contre, là, à Paris Musée, vu le caractère opérationnel des choses, ça a vraiment du sens qu'on ait une réunion de direction toutes les semaines. Mais par contre, je fais un 1 à 1 avec mon adjointe toutes les semaines aussi. Ok, super intéressant pour ce conseil managérial supplémentaire. Juste avant de finir, 1 ou 2 conseils de lecture. Alors, je vais en donner 2. Bon, le premier, c'est ultra classique, mais ça fait partie vraiment de mon panthéon personnel. Je suis une ultra fan de la saga des Rougon-Macquart. Et ça fait lien avec une autre de mes passions dont on n'a pas parlé, je le regrette, David. C'est la gastronomie, parce que je pense que mon préféré des Rougon-Macquart, c'est Le Ventre de Paris, qui donc décrit avec beaucoup de précision comment était le quartier des Halles à l'époque de la rédaction du livre, donc début 19e, fin 19e, pardon. Et en fait, à chaque fois que je passe dans ce quartier, je pense à ce livre, en fait, parce que j'aurais tellement aimé voir cette espèce d'opulence de nourriture. Ça devait être juste complètement fou. Donc je trouve que c'est un bouquin génial sur la gastronomie, parce qu'on s'éloigne un peu de la fonction publique, mais on va y revenir. Et donc, deuxième conseil, c'est un livre que j'ai lu récemment de Sybille Veil, donc c'est la directrice générale de Radio France, sur l'écoute, en finir avec la société du défouloir, que j'ai trouvé ultra éclairant sur à la fois le projet d'une grande dirigeante publique pour Radio France, sur comment elle place l'écoute au cœur de sa stratégie, à la fois sur tous les outils qu'elle a pu mettre en place, notamment sur les outils à destination des enfants, sur le développement des podcasts, qui est absolument passionnante, très visionnaire, et sur comment elle place l'écoute au centre de sa relation managériale avec ses équipes. Sur le fait que, on parlait de la relation descendante, sur le fait que écouter ses équipes, leur donner un espace d'expression et susciter la discussion avec des personnes de son équipe, c'est juste complètement clé pour prendre les meilleures décisions et avoir les meilleures idées. Et du coup, moi, ça m'a beaucoup parlé. Bien noté pour ces 2 conseils de lecture que je pense, en plus, moi, personnellement, je fais sûr, parce qu'en ayant vécu 5 ans à Châtelet-Les-Halles, quand j'étais étudiant, forcément, ça m'a intrigué. Et aussi, bien sûr, à l'écoute avec le podcast, il y a un fort intérêt, d'accord. Est-ce que tu as un mot de la fin ? Eh ben non, je te remercie, David, pour cette invitation. Parfait. Je te remercie également, Alice, pour ton temps. Et je dis bien sûr aux auditeurs à bientôt pour un prochain épisode. Merci. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à le liker et à activer la cloche pour rester au courant des nouveaux épisodes. Ça vous permettra de continuer à acquérir de la culture administrative tout en écoutant les histoires et les anecdotes de personnes qui pourraient être vos collègues. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le podcast désormais sur YouTube et ainsi commenter, entrer en discussion avec les invités et avec moi-même. Aussi, vous pouvez retrouver plus d'informations sur les réseaux sociaux comme Instagram et LinkedIn et me soutenir pour continuer à produire des épisodes en donnant sur la page Tipeee d'Ambition Publique. Toutes les informations sont dans la description. Enfin, et surtout, n'oubliez pas, votre ambition pour la fonction publique ne fait que s'enrichir. Donc continuez à vous renseigner et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.